Bonjour Joachim, Salut. bienvenue dans le studio Frandroid, bienvenue à la DroidCon Paris. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En deux mots, Android fanboy. Je suis un fanatique d'Android. La journée, le soir, en pro, en perso, c'est toute la journée, tout le temps. Et je kiffe. Ok. Donc c'est bon quoi. Donc C'est Android, bon d'être ici. t'en bouffes tous les matins et tu fais quoi exactement? Alors la journée, en ce moment je travaille dans une SS2I qui fait du mobile, donc je suis consultant Android. Ok. Position que je vais bientôt laisser pour une nouvelle perspective, puisque je pars dans la Silicon Valley pour continuer mon aventure Android. Et notamment, donc cette aventure, elle a commencé par mes projets perso, Ok, ouais. que je collectionne pas mal, et le dernier, Falcon Pro, qui a pas mal fait de bruit. Donc c'est comme ça que je me suis fait un peu connaître dans la communauté. Justement, on avait envie d'en parler. Edouard, qui est avec nous, avait quelques questions à propos de ça. Ouais. Alors peut-être avant de parler vraiment de Falcon, est-ce que tu peux nous expliquer quelle précédente expérience tu as eue en termes d'appli? Alors, moi je voulais très très vite développer quelque chose sur Android, puisque je m'en sers depuis les tout débuts d'Android. Mon premier c'était un Galaxy i7500 avec encore les flèches et tout. Je voyais, moi qui connaissais un peu de Java, je voyais que c'était assez accessible comme technologie. Et du coup, j'ai commencé à me dire, tiens, moi je lis beaucoup de news, si je me faisais un petit reader, un petit client Google Reader. Et ça a commencé comme ça. À la base, c'était juste un tout petit widget parce que je voulais le faire pour moi. Et puis progressivement, je l'ai mis sur un forum, les gens ont réagi, la communauté a commencé à se créer. Et puis de fil en aiguille, je me suis arrivé à faire 2, 3, 4 applis. Et voilà où j'en suis aujourd'hui, quoi. D'accord. Et maintenant, c'est donc Falcon Pro. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement tu as développé Falcon? Alors, Avant, on va commencer par expliquer ce que c'est, parce que tout le monde... c'est vrai. voilà. Qu'est-ce que c'est? Bon, Falcon Pro, c'est une appli Twitter, donc ça sert à lire son Twitter, voilà. Ça fait à peu près tout ce que fait l'application officielle. Maintenant, j'aime bien dire que j'essaie de le faire mieux que l'application officielle. Et donc voilà, quoi, je fais ce que je peux pour améliorer tout ça, pour avoir une meilleure expérience mobile de Twitter, parce que je trouve qu'elle laisse à désirer l'officiel. C'est donc pour ça que j'ai mis les mains à la pâte et puis je l'ai fait moi-même, quoi. Ok. Et est-ce que tu peux expliquer justement en quoi se différencie Falcon des autres clients? Alors moi, vraiment, ce sur quoi je me suis concentré, c'est d'aller au-delà des 140 caractères d'un tweet. Ce que je voulais vraiment, c'est que dans l'appli, sans sortir, on ait tout le contenu que peut représenter un tweet. Donc à partir du moment où il y a un lien, ça peut être à peu près n'importe quel média, une photo, une vidéo, un article, et tout est lisible en fait directement dans l'appli. N'importe quel article, on va le voir directement sous le tweet. On pourra même y accéder offline, chose que font aucune appli Twitter actuellement. On peut lire les vidéos directement dans l'appli, évidemment voir les photos. On peut même voir les applis Android que les gens tweetent. Et on va voir directement le petit screenshot à côté. Tout est inclus dans une même application. Tout est fluide, tout est rapidement accessible, adapté au mobile. Donc c'est ce que les gens veulent, quoi. Et du coup, on a vu que c'était clairement un très bon succès auprès du public. Est-ce que tu peux retracer un peu tout ça, cette évolution, rapidement forcément? Alors, c'est vrai que l'appli, en fait, elle a commencé au stade de widget. Et donc déjà, j'avais une petite communauté de solide de gens, d'utilisateurs. Et ces gens-là me demandaient de faire une appli. Au départ, je voulais pas trop. Je pensais que ça allait cannibaliser le widget. Finalement, je me suis quand même lancé parce que les gens insistaient. Et je me suis vite rendu compte qu'avec l'application, on pouvait aller tellement plus loin, que c'était un plaisir à utiliser, que du coup, je me suis lancé à fond dedans. Et évidemment, vu que moi, je suis tout seul sur mon projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'utilise moi tous les jours. Du coup, j'ai énormément communiqué dessus. J'étais derrière les comptes Twitter en permanence, à répondre aux gens, vraiment à faire bouger cette communauté, les aider, leur proposer, demander leur avis, etc. Et en fait,
le fait de faire participer les gens dans le développement de l'application, ça a créé un engagement très très fort. Et les gens du coup qui se sentent un peu faire partie du développement, ils passent le mot autour d'eux, voilà, et ils prêchent la bonne parole auprès de leur entourage, et comme ça, avec le bouche à oreille et évidemment grâce aux articles de blog aussi bien français qu'internationaux, l'appli a fini par faire du bruit, et j'en suis aujourd'hui à une belle quantité d'utilisateurs. Tu as un chiffre à me donner Actuellement, le Play Store me dit 70 000 utilisateurs uniques et plus de 80 000 installations actives. Donc c'est plutôt agréable de se dire que son application, non seulement elle est achetée, mais en plus elle est installée sur tous les devices des utilisateurs. Sachant qu'il faut préciser justement que l'appli est payante, ce qui sur Android est souvent un frein C'est vrai, mais c'est en train de changer. Je pense que les gens, maintenant qu'ils achètent des Galaxy S4, des HTC One, voilà, ils sont moins réfractaires à mettre 1 euro dans une appli, quoi. Donc c'est en train de changer, je pense. D'accord. Et dans l'évolution de Falcon, on a vu qu'à un moment, il y a eu un certain tournant où il y a eu quelques problèmes avec l'API Twitter. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Surtout que justement, le problème revient. Donc, Ouais, donc c'est quelque chose qui est complètement d'actualité, puisque ce matin, j'ai atteint de nouveau la limite imposée par Twitter de 100 000 utilisateurs uniques, ou actifs en même temps en tout cas. Donc ça m'était déjà arrivé il y a 4 mois, quelque chose comme ça. Et finalement, je m'en suis servi à mon avantage, puisque cette limite, ça a fait buzzer, ça a fait du bruit, les gens en ont parlé, etc. Du coup, ça m'a fait connaître encore plus. Et j'ai trouvé une solution pour pallier à ce problème, en tout cas temporairement. Solution que je suis en train de coder en live là, pendant la DroidCon. Et que j'espère mettre une mise à jour très rapidement pour solutionner ce problème, parce qu'actuellement je me fais harceler de mails de gens pas contents. Donc ça fait partie de l'aventure. Voilà, si on veut qu'une appli cartonne, il faut être derrière tout le temps, tous les jours, et quand il y a un problème, il faut se sacrifier. Donc là, je rate quelques conférences de DroidCon, mais bon, au moins j'aurai le cœur tranquille pour demain, où j'espère pouvoir profiter de la journée complètement. Du coup, derrière ce problème, il y a peut-être un peu le piratage. Quelles mesures tu as pris justement pour essayer d'endiguer ce problème? Alors pour le piratage, faut le savoir, hein, peut-être plus sur Android que d'autres plateformes, mais je crois que c'est vrai partout. Quand quelqu'un veut hacker votre appli, il va la hacker. Il n'y a pas de formule magique pour faire que votre appli soit un donjon impénétrable. Maintenant, il y a quelques petites solutions. Moi, j'ai implémenté celles qui étaient à ma portée et qui ne me coûtaient pas trop d'argent. C'est l'obfuscation de code, donc ProGuard. C'est indispensable. On en a parlé d'ailleurs à DroidCon tout à l'heure. Et le check de licence de Google qui, je vous avoue, laisse un peu à désirer. Là, j'ai eu encore des problèmes là. Des fois les serveurs de Google ne répondent pas alors que les utilisateurs sont légitimes. Donc des fois, à vouloir trop essayer de protéger l'appli, finalement on handicape les utilisateurs légitimes, et ça c'est un vrai problème. Maintenant, je pense que si c'était à refaire, je ferais peut-être de l'achat in-app. C'est beaucoup plus sécurisé, du coup ça permet de mettre l'appli gratuite et d'avoir des choses payantes. Donc c'est peut-être plus difficile à hacker. Et vraiment, si on a des sous derrière, le mieux c'est de faire son propre serveur et de faire sa propre logique derrière. Ça, c'est le plus difficile à craquer. Okay. Voilà. Est-ce que tu as quelques nouveautés à nous parler, ou même là, il y a une version très récemment, donc qu'est-ce qui se passe pour Falcon Pro dans les Falcon Pro, donc là, il y a quelques jours, j'ai sorti la version 2.0, donc version majeure, qui apporte les 2 des features les plus demandées, 2 du top 3 des features les plus demandées par les utilisateurs. Donc c'était quelque chose d'assez satisfaisant de pouvoir checker sur la to-do list, ça c'est fait. Et également une nouvelle icône
que j'ai mis en production hier. Donc voilà, super récent. Nouvelle icône que j'espère qu'il vous plaira. Je sais qu'on ne peut pas plaire à tout le monde, mais moi elle me plaît. Donc voilà, j'espère que ce sera votre cas aussi. Ok. Bon, peut-être pour finir, si on sait le succès qu'a eu Falcon, il y a beaucoup de développeurs qui aimeraient avoir ton succès. Est-ce que tu n'as pas 2-3 trucs que tu pourrais te conseiller à faire lorsque les gens développent leur application pour Restez vous-même n'est pas une réponse acceptable. Non, c'est pas la réponse que j'aurais donnée, mais pour moi, vraiment le plus important pour qu'une appli se démarque et sorte du lot, et c'est ce que je dis dans ma conférence que je ferai demain, c'est qu'il faut qu'elle ait une personnalité. Il faut arriver à inculquer une espèce d'âme à son appli, voilà, que ce soit pas juste un lecteur de news ou juste un client Twitter ou Facebook ou autres réseaux sociaux. Il faut que ça soit vraiment quelque chose d'unique. Donc moi par exemple, c'est Falcon, c'est cette tête un peu énervée comme ça tout de suite, ça change la vision qu'on a sur l'appli. Donc c'est ça le conseil que je donnerais, c'est faites pas juste de l'efficace du productif, faites aussi un peu de l'émotionnel, quoi. Essayez d'atteindre les gens pour que ce ne soit pas juste des utilisateurs, mais des vrais fans, quoi, qui vont vouloir porter votre t-shirt et avoir des posters de vous dans votre chambre, quoi, dans leur chambre. C'est ça l'objectif. Et c'est ça qui est très difficile à faire. Toi, tu disais que tu en étais à une nouvelle étape de ton parcours. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, donc la nouvelle étape, c'est que justement, grâce au bruit qui a fait l'application, je me suis fait repérer par pas mal de recruteurs, et donc notamment quelques-uns dans la Silicon Valley, et j'ai fini par signer, et donc je m'exporte aux US d'ici la fin de l'année. Et Okay. j'espère que ça va bien se passer, je suis super excité. Et voilà, quoi. Ça va faire du bruit. Est-ce que tu peux nous dire plus sur l'employeur? Alors la startup, je peux vous dire qu'elle s'appelle Up There, c'est-à-dire là-haut en anglais. C'est une startup qui veut réinventer le cloud. Voilà. Je vous en dis pas plus, vous en entendrez parler en 2014. Et toi, alors justement, en tant que développeur français qui s'apprête à s'exporter, tu pars avec quel sentiment vis-à-vis de l'écosystème en France? Ben, je vous avoue que je suis un peu frustré de l'écosystème en France, notamment quand on veut essayer d'entreprendre, quand on veut essayer de faire son propre business. Alors certes, il y a quand même des facilités, etc., mais on se retrouve vite bloqué. Je l'ai vécu moi-même quand on commence à faire de l'argent avec sa passion. Donc moi, c'est les applis. Pour déclarer tout ça, pour faire une structure, pour que ça soit légal, etc., ça devient vite un casse-tête, et on se rend compte qu'on est quand même, on a quand même des boulets aux pieds en France. C'est difficile de décoller et de vraiment rebondir sur un premier succès comme ça. Alors peut-être que je me renseigne pas assez, peut-être qu'il y a plein d'avantages, etc., qu'il faut pouvoir aller chercher à droite à gauche. Je sais qu'en France ça marche beaucoup comme ça, mais en tout cas, si c'était à refaire, moi je referais pas une boîte en France, quoi. Du coup, justement, les revenus de Falcon Pro, tu as monté une boîte pour les encaisser. C'est ça. Pourquoi pas le statut d'auto-entrepreneur? Il y avait trop de revenus, ça dépassait le plafond. Ok. Et bien que tu sois pas auto-entrepreneur, j'imagine que tu as quand même un avis sur la récente remise en question de ce statut par le gouvernement. Tu veux dire l'abaissement de la limite? Ouais, exactement. L'abaissement du niveau de revenu maximum qu'un auto-entrepreneur peut faire. Disons que voilà, le nouveau seuil qui est proposé permet typiquement pas d'avoir un loyer à Paris. Clairement pas. Alors, donc d'un côté, tu as raison. Je trouve que c'est carrément pas assez, et c'est handicapant pour les jeunes qui veulent pas rentrer dans une boîte mais qui veulent monter leur propre truc, qui ont envie de faire du business et qui ont la niaque. C'est un peu handicapant. Mais d'un autre côté, moi j'ai connu cette expérience puisque ma copine s'est fait employer comme auto-entrepreneur.
D'accord. Donc c'est emploiement déguisé. Je sais que ça se fait beaucoup. Et donc pour ça, la nouvelle loi est bien, vu qu'elle va limiter un peu cette mauvaise pratique qui est que les employeurs ils disent bon, toi tu te demandes auto-entrepreneur, on ne paye pas de taxes dessus, on te vire quand on veut, etc. quoi. Et du coup, ok, moi je vais donner un petit peu d'eau dans le moulin. Est-ce qu'on s'attaque vraiment au problème de la bonne façon? Dans le sens où aujourd'hui, si tu te fais employer en auto-entrepreneur, tu vas au tribunal administratif, tu es automatiquement requalifié en CDI. Parce que tu es dans les bureaux, tu demandes tes congés à un supérieur hiérarchique et tu travailles directement avec un supérieur hiérarchique. Ouais, c'est vrai, mais la réalité c'est qu'il y a encore beaucoup. D'accord. Donc il y avait besoin Non, je dis pas qu'il y avait besoin. Moi, là, ma copine, elle est partie à Londres, donc elle a esquivé ça, heureusement, parce que sinon elle aurait été vraiment dans le pétrin. Après, il y aura d'autres statuts, quoi. Ça va évoluer en permanence. J'ai pas de solution miracle. Heureusement, je suis pas dans ce cas-là. Mais c'est vrai que ça serait quand même emmerdant. Ok. Et du coup, les États-Unis, c'est facile? Je suis pas encore expert montage de boîtes aux États-Unis, mais ça a l'air quand même beaucoup plus facile. Et la preuve, elle est que toutes les startups innovantes, elles se montent là-bas, quoi. Et à Paris, on est un peu à sec. Ouais. Ok. Donc ça prouve bien qu'il y a un petit problème. Dernière question, qu'est-ce que tu attends de ces 2 jours à la DroidCon? Alors j'attends beaucoup de goodies, j'espère que je vais ramener, j'ai déjà un t-shirt, j'espère que je vais ramener une petite peluche comme ça, ils sont tout mignons, ils sont tout doux en plus. Sinon évidemment rencontrer tous les speakers, il y en a que je connais déjà, j'espère apprendre quelques trucs et puis moi j'aime bien parler, j'aime bien aller sur scène, donc je suis pressé de faire une petite conférence et, cool. et voilà, j'espère qu'on va s'éclater. Ok. Bon écoute, merci pour cette super entrevue. Merci à vous. Merci. Et puis on se croise dans les couloirs de la DroidCon. À bientôt. Bye. Merci. Salut.